Voilà, comme promis, donc la deuxième partie consacrée entre autres à l'intelligence artificielle avec notre grand témoin dans un instant. Et nous aurons donc tout à l'heure, pour clore cet après-midi de débat et de table ronde, nous aurons donc un débat sur une table ronde sur les réglementations européennes, avec notamment un direct avec la Commission européenne qui a recommencé ses travaux dès ce matin. Donc nous aurons des informations, on va dire, assez fraîches et récentes concernant le calendrier des travaux. Je vais accueillir tout de suite Guillaume Devaux, qui est le grand témoin pour nous parler d'intelligence artificielle. Guillaume, bonjour. Vous êtes tout seul pendant une petite demi-heure avant qu'on parle de réglementation européenne. Alors, l'un des exemples les plus connus pour l'intelligence artificielle reste la voiture, donc particulière, la voiture autonome. On ne le sait pas, en tout cas pour le transport. On le sait moins, en tout cas, pour le véhicule lourd comme le camion. Il y a des projets de camions autonomes, et notamment le camion fait de plus en plus appel, en tout cas, aux outils de l'intelligence artificielle, que ce soit pour la sécurité et également pour la maintenance, pour pas mal de choses. On le verra dans un instant. Alors Guillaume Devaux, vous êtes avant tout un grand spécialiste international de l'intelligence artificielle, donc tout secteur confondu. Pourquoi avoir créé, juste en deux mots, AI Cargo Foundation, qui est basée en France, en Europe, c'est ça? Oui, bonjour à tous. AI Cargo, alors pourquoi créer AI Cargo? AI Cargo Foundation est une organisation un peu particulière. C'est une association loi 1901 qui a été créée et financée par l'État dans le cadre du plan d'investissement d'avenir pour l'IA. Donc en 2018, après le plan Villani. Et AI Cargo est né de cette réflexion avec des professionnels de la filière qu'elle était face à des grands enjeux de transformation, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques, des enjeux sociaux, et que l'IA, comme outil de modélisation, de pilotage, était sans doute un élément intéressant à travailler pour y répondre. Mais pour cela, il fallait construire ces outils et construire, j'y reviendrai beaucoup pendant mon intervention, construire les communs. La notion de commun est très importante, surtout quand on travaille dans une filière où on a beaucoup de parties prenantes. Donc c'est la genèse d'AI Cargo. Je vous laisse la parole donc, pendant une petite demi-heure pour parler d'intelligence artificielle donc, dans le secteur notamment du transport routier et de l'industrie du poids lourd. Merci beaucoup Hervé. Alors, j'ai pris le temps de préparer un petit texte, sachant que j'étais tout seul, il fallait mieux que je m'y prépare un petit peu. Alors déjà, pour commencer, il m'a été confié la tâche d'explorer avec vous l'impact du déploiement de l'IA dans le secteur du transport et de la logistique. On va parcourir cela aussi un petit peu en parlant un peu supply, enfin voilà, et aussi de regarder aussi bien les opportunités que les risques. Donc je vais tâcher pendant ces petits 20-25 minutes de démystifier quelques croyances et d'éclairer quelques pistes, si possible réalistes. Voilà. Mais avant d'entrer dans mon propos, je voulais faire une petite précision. Mon petit texte n'a pas été écrit par ChatGPT, je vous promets, c'est moi qui l'ai écrit tout seul, même si j'ai été assez tenté de le faire. Une demi-heure de propos, c'est long, j'aurais pu lui demander de le faire, mais non, c'est moi qui l'ai fait. Alors, déjà, on peut se poser la question de savoir pourquoi et en quoi il est pertinent d'associer le mot transport, logistique, intelligence artificielle. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que c'est juste pour céder à la mode du moment? C'est vrai que l'IA, tout le monde en parle. Ou bien y a-t-il un vrai lien substantiel entre ces termes? Personnellement, pour y travailler depuis maintenant presque 4 ans, je crois qu'on peut répondre oui à cette question par l'affirmative, car l'IA, c'est un ensemble de technologies, je devrais dire d'ailleurs pas l'IA, mais les IA. Ce sont des technologies dont le champ d'application et les capacités à exploiter très efficacement de très grandes quantités de données, de type très variés, permet d'être appliqué à bien des domaines. Et le secteur dans lequel vous êtes, qui va de la construction jusqu'à la partie distribution, en fait, est un secteur éminemment processé,
avec des processus physiques, et l'IA se prête bien à l'analyse de ces systèmes pour trouver des potentielles améliorations. Donc, de ce fait, l'IA est à la fois une opportunité et un risque. Surtout un risque si on applique ses capacités à des fins négatives, ou tout simplement, et j'essaierai d'être critique moi-même là-dessus, si on n'est pas vigilant sur l'impact des mesures que l'on met en place. Notamment, on peut penser aux employés et à l'impact sur l'emploi. Et c'est aussi parce que c'est une technologie, comme certaines, mais pas comme toutes, qui est ontologiquement duale. C'est-à-dire qu'elle est tellement multiforme qu'elle peut être appliquée pour une finalité primaire ou détournée complètement de sa finalité initiale. Alors nous sommes ici à Lyon. Doit-on se révolter comme les canuts face à l'arrivée des machines à tisser ? Je pense que non, que nous devons certainement regarder et adopter ces technologies, mais avec un regard vigilant, critique et lucide. Il ne faut pas se lancer dans une démarche de béni-oui-oui techno-addict et technophile, et bien peser au trébuchet de l'intérêt des gains à obtenir versus les contraintes et les risques, et de choisir les bonnes implémentations, les bonnes applications de l'IA, et c'est ce que je vais essayer d'illustrer aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais poser un petit peu les bases autour des enjeux, en prenant un peu de recul. Les mobilités, et je parle bien des mobilités, que ce soit des biens ou des personnes. J'insiste sur ce point parce que dans les travaux que nous faisons avec l'association et tous ses membres, d'ailleurs je vais faire une toute petite digression, l'association elle est constituée de 3 collèges, un collège entreprise, des grands groupes que vous pouvez représenter, un collège institutionnel et académique, et puis un collège de start-up. Et c'est la synergie de cet ensemble qui fait la richesse de nos échanges. Et donc je reviens sur les mobilités, mais les mobilités des biens et des personnes sont les deux faces d'une même pièce. Si on regarde les flux, il faut les regarder dans leur globalité. Si on ne regarde qu'une seule des deux parties, en fait, on n'est pas capable d'analyser correctement le système. On a eu l'intervention de Jean-Charles Collas, on a fait des expérimentations à Lyon avec ses équipes sur la partie logistique. Évidemment, on a travaillé main dans la main avec la partie mobilité des personnes. Parce que si on dédie une infrastructure à la logistique, ou au contraire, si on l'interdit, en fait, on biaise le système et généralement, ça échoue. Donc, évidemment, ces mobilités, ce sont des enjeux économiques, d'emploi, de liberté individuelle et collective, de santé, de qualité de vie, d'éducation. En bref, toute notre société moderne repose sur la capacité à déplacer des biens et à se déplacer librement. Et en cela, le transport, les logistiques sont des enjeux absolument majeurs. C'est aussi et toutefois des enjeux environnementaux parce que les mobilités, ça fait partie du problème. Si vous connaissez certainement les chiffres, hein, en empreinte énergétique ou en empreinte GES, 40% des émissions sont liées au transport, globalement, 2/3 au transport des personnes. Dans ces 2/3, grosso modo, une grosse partie l'automobile, et donc 1/3 sur la partie mobilité des biens. Donc il est important de s'y attaquer, ce n'est pas le seul enjeu, mais c'est un enjeu majeur, et je note qu'il en a été beaucoup question. Il en a été beaucoup question dans les débats juste avant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue macro avant de venir à l'IA? Je vous promets qu'on va y venir. On parle de flux physiques. Alors pour les ingénieurs qui sont dans la salle, la loi de la thermodynamique ne nous laisse pas beaucoup de choix. On est contraint. Conservation de l'énergie, on peut agir sur 3 éléments. Agir sur la taille du système, c'est-à-dire réduire le système pour le rendre moins énergivore. Travailler sur l'efficacité du système, donc avoir des systèmes qui consomment moins. Ou enfin, réduire et agir sur l'activité du système, arrêter de s'exciter et de commander un colis pour qu'il arrive le lendemain matin. Si on pouvait massifier un peu, ce serait pas mal. Et donc, on voit que globalement, le sujet est un sujet systémique. C'est un sujet systémique, et quand on parle système, eh bien, l'IA n'est pas très loin.
parce que dans les grands champs d'application, et je vais les décrire juste après de l'IA, il y en a deux grands domaines. Celui qui est domaine de la modélisation, de la prédiction et de la recherche d'efficacité, des optimums. Et puis le deuxième, qui est celui qui fait le buzz en ce moment, qui est celui de la génération. Mais sur l'optimisation et le système, eh bien, l'IA est bien appliquée au concept de modéliser le système, créer des jumeaux numériques, j'en parlerai beaucoup, trouver les facteurs d'optimisation dans des masses, des volumes de données gigantesques, et ensuite trouver les optimums entre coût, efficacité environnementale, contrainte. Mais pour que ça fonctionne bien, on a besoin de 3 ingrédients. On a besoin de beaucoup de données. Ça, c'est pas forcément positif, mais c'est une nécessité. On a besoin de beaucoup de parties prenantes, puisque un système, surtout un écosystème, il est constitué de plusieurs acteurs. Et enfin, on a besoin des bonnes technologies, et je vous illustrerai quelques éléments technologiques. Donc, en conclusion de ce préambule, le secteur du transport et de la logistique est effectivement à un tournant. Il est indéniable que l'IA peut l'aider en tout cas, à apporter des éléments de solution. Ce n'est pas en soi une solution, ce ne sont que des moyens. Mais en tout cas, il est assez urgent d'embrasser ces moyens pour rester dans la compétitivité internationale. Alors, avant de parler métier, on va parler un petit peu d'IA. Je vous promets, je ne fais pas beaucoup de slides, je ne vais pas vous abreuver de slides, et je vais essayer de ne pas faire trop d'acronymes. Je me suis exercé en fouillant sur Internet à trouver une définition. Il y en a autant que d'auteurs. Donc l'intelligence artificielle, c'est grosso modo des sciences à la frontière entre les mathématiques et l'informatique, qui ont cette particularité de produire des résultats pour lesquels ils n'ont pas été spécifiquement programmés pour les décrire. C'est là où ils se distinguent de l'algorithmique classique où on lui dit 2 + 2 = 4 et on lui apprend à compter ça. Là, à la limite, on va lui donner plein de séries d'équations et il va déduire de lui-même qu'à un moment donné, bah oui, si j'ai toujours 2 + 2 et que le résultat est 4, j'en déduis que 4 est la bonne réponse. Je ne vais pas vous faire une longue historique sur l'IA, mais juste les éléments récents, puisque c'est ça qui a donné le coup d'accélérateur. Donc, 2012-2022, c'est l'émergence, on va dire, l'accélération des IA dites prédictives, discriminatives, avec ce qu'on appelle le machine learning, donc ces algorithmes qui apprennent d'eux-mêmes sur des masses de données. C'est là où on voit les histoires avec je reconnais les chats tout seul, voilà. Surtout le deep learning, qui est une version un peu approfondie de tout ça. Je vous promets, je n'irai pas plus loin dans la technologie, on va plus regarder les usages. Et ça a été mis en œuvre assez vite dans plein de domaines. Par exemple, l'imagerie médicale pour aider à la détection des cancers. C'est très opérationnel, ça se base sur ces technologies-là. En 2017, dans les laboratoires de Google, sort une déclinaison de ça qui s'appelle les transformers. Sur l'étape précédente, un nom à retenir, un Français, Cocorico, Yann Lequin, qui a reçu la médaille du prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en IA. Et ensuite, donc, dans les labos de Google, les transformers, et là, c'est le début des IA génératives et l'explosion en 2022 de ChatGPT, qui est une émanation de ça. ChatGPT, qui est donc en gros une étape supplémentaire, mais qui a la particularité de ChatGPT et tous ses dérivés, qui ont la particularité en fait, d'être capable non pas que de prédire ou de décrire, mais de produire. Et donc aujourd'hui, on a des IA génératives qui font relativement bien du texte. Si vous avez pu le tester, c'est assez bluffant. Et puis des images. Et en ce moment, sortent des systèmes complets qui font des images, des vidéos, du texte, la voix transformée, reproduisant votre propre voix. Donc, quand on parlait d'effets négatifs, évidemment, les tentations vers les manipulations des masses n'est pas très loin. Mais donc, une fois qu'on a dit ça, on va quand même explorer le côté positif et puis je ferai le côté critique à la fin.
Maintenant, je vais quand même garder un regard critique. Vous connaissez sans doute l'aphorisme de Maslow qui dit si le seul outil que vous avez entre les mains, c'est un marteau, tous les problèmes sont des clous. Donc, moi, je me bats dans mes équipes contre les gens qui travaillent avec vous, hein, sur comment on peut optimiser tel ou tel pan de nos métiers. Je dis, mais arrêtez de penser à l'IA. Une simple feuille de papier ou un coup de fil aurait résolu le problème. Arrêtez de me coller un chat GPT dans le machin. Voilà. Donc ça, c'est un petit point de vigilance, mais hormis ça, on peut faire des choses. Alors, je vais être obligé de faire encore un petit détour, je suis désolé, pour vous parler de données. Vous allez me dire, mais quand est-ce qu'il va nous parler d'IA? Il y en aura le bol, mais je vous promets. Mais je suis obligé de vous parler de données parce qu'en fait, c'est littéralement le carburant de l'IA, c'est la donnée. Et il y a quelques enjeux sur les données, ça a été un peu évoqué, mais je vais vous illustrer quelques éléments clés des enjeux des données. Pour faire de l'IA, il faut beaucoup de données. Et pour ça, je vais aller un peu plus vite. Et elles vont nous servir à modéliser les systèmes. Le premier enjeu, le premier problème, c'est avoir la donnée. Est-ce qu'elle existe? L'avoir en quantité et, si possible, de qualité, c'est-à-dire qu'elle soit à peu près complète et homogène. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet qu'on retrouve tout au long de la chaîne de valeur qu'on va parcourir par la suite. Donc, le premier travail d'un data scientist, qui est l'ingénieur très brillant qui travaille dessus, il passe 50 à 80% de son temps à essayer de choper la donnée. Après, c'est 20% de son temps à la faire parler. Alors, les données dans notre secteur, on va les retrouver dans les chaînes de production, dans le manufacturing, on va les retrouver dans les véhicules avec les télématiques, on va les retrouver dans les TMS, dans les ordres de transport, dans les GPS, sur la route, dans les caméras. Toutes ces sources de données bien utilisées, elles peuvent nous permettre de faire notre modèle. Le deuxième grand enjeu, et c'est là-dessus notamment qu'iCargo travaille le plus, c'est la notion d'échange de données. Quand on est sur une chaîne de valeur avec plusieurs parties prenantes, entre un chargeur, un transporteur et un client, par exemple, ou entre un constructeur, ses sous-traitants, et puis sa chaîne aval, eh bien, chacun détient une partie de l'information, puisqu'il est sur le processus, sur une partie du processus. Et donc, à un moment donné, si on veut modéliser l'ensemble, il va falloir échanger de la donnée. Et ça, c'est un gros mot, c'est très vilain, échanger de la donnée, bout. Néanmoins, si on veut la faire parler, il va falloir l'échanger. Donc il y a un vrai sujet à la fois de cadre dans lequel on l'échange, de confiance, de normalisation de la donnée, de protocole, et ça, on verra dans les champs d'application comment on peut le traiter. Enfin, dans les enjeux, il y a un sujet réglementaire, parce que la donnée, elle peut avoir un caractère personnel, elle peut avoir un caractère confidentiel, elle peut avoir un caractère géostratégique, et on a un cadre réglementaire européen qui est très fourni là-dessus. Non, je reviendrai après. On a un cadre réglementaire qui est plutôt fourni. Dans la première version, il devait y avoir Thierry Breton qui a beaucoup œuvré là-dessus. Alors, c'est des vilains mots, acronymes, AI Act, Data Act, Data Service Act, qui légifèrent là-dessus, mais je pense qu'ils légifèrent dans le bon sens, notamment pour nous protéger et pour nous aider en interne, mais pour nous protéger aussi, on va dire, d'une certaine hostilité extérieure. Notamment des lois d'extraterritorialité américaines, qui sont bien sûr nos partenaires, mais qui jouent leur propre partie. Donc ça induit notamment un sujet de souveraineté, et dans l'échange de la donnée, retenez un mot, si vous travaillez sur ces sujets-là, embêtez vos équipes sur le sujet de la confidentialité et la souveraineté, c'est absolument clé. On va voir exploser dans les années à venir les scandales de vol industriel sur les données, parce que les données circulent de plus en plus, mais sont extrêmement sensibles pour avoir les bonnes données. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'effectivement, on travaille que dans un cadre souverain, on est une association, tous nos partenaires, on a des partenaires comme Square Mile, comme Alonia, comme Outscale, qui est un opérateur de cloud souverain. Tout ce qu'on fait, on le fait dans ce cadre-là pour garantir cette partie couche basse qui garantit ça. Et enfin, il y a des sujets effectivement de confidentialité des affaires, de traçabilité, puisque si on doit échanger la donnée au long d'une chaîne de valeur, il faut être capable de la tracer, de la certifier, de la rendre inviolable, de savoir qui l'a émise, l'identité de celui qui l'a émise, être sûr de cette identité et être capable de la rendre inviolable et de la certifier.
Pour ça, on y reviendra un peu après. On travaille avec notamment l'Imprimerie nationale, cette grande et vieille maison qui a fait sa mutation, qui aujourd'hui fabrique des technologies numériques qui permettent de faire ces tuyaux de transmission. Alors j'en ai terminé sur les données, on va passer aux solutions. Voilà, le potentiel est important. Maintenant, les ingrédients et les règles du jeu doivent être bien posées et la donnée est une chose essentielle. Alors parlons enfin des solutions. Je vous propose j'ai encore un petit truc sur l'IA. Je vais vous donner quelques mots-clés. Et juste 2 concepts. L'IA, c'est des poupées russes. C'est un ensemble de technologies. Je vous promets, je ne vais pas vous noyer. Mais ce que vous devez retenir, c'est que vous entendez parler des chats GPT et tout ce qui va avec, ce qu'on appelle les LLM, à tire-larigot toute la journée dans les journaux. Ça n'est que la petite boule au milieu. C'est important, c'est efficace, ça a une efficacité très importante en termes de productivité, mais ça n'est qu'un pan de l'IA. Si on veut exploiter la puissance de l'IA, il faut être capable de parcourir toute la chaîne de valeur. Donc les éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, de faire des algorithmes prédictifs qu'on va coupler avec des LLM et autres, mais aussi de faire de la computer vision, donc les acronymes ne sont pas traduits, donc de traiter des images, tout ça, c'est pas du ChatGPT, ça ne le fait pas. Voilà, donc c'est ce mix-là qui doit être notre bac à sable et notre terrain de jeu. Et maintenant, passons aux solutions. Alors j'ai un petit schéma, je vous propose, comme fil conducteur de la fin de mon propos, de prendre ce petit schéma synthétique et un peu simpliste, je vous l'accorde, qui finalement est une chaîne de valeur qui va de la production jusqu'au client final. Et il a été produit dans le cadre d'un dossier qu'on a déposé à l'ADEME pour un dossier sur la décarbonation des chaînes de logistique, donc qui va de la phase amont jusqu'à la phase aval. Mais il reprend bien tous les éléments. Et donc je vais parcourir ce chemin du début jusqu'à la fin pour vous donner les clés de là où l'IA, aujourd'hui, à nos yeux. Combien de minutes ? Non, c'est bon. En temps. Non, mais je me méfie du temps, donc on est bien. Encore 5-10 minutes. 5-10 minutes. Et non, je pense qu'on est pas mal. Le premier élément, on est en amont de l'usine, que ce soit une usine de construction de véhicules, que ce soit une usine d'un producteur alimentaire. Eh bien, la question, c'est comment je peux améliorer l'efficacité à tout point de vue, économique, écologique, en amont. 2-3 éléments vont pouvoir m'y aider. C'est le prédictif, notamment sur les besoins en inbound, avec des concepts assez simples comme, grâce à l'historique de mes données et aux données exogènes, d'être capable de prédire, à partir de la prédiction, le donner à l'algorithme qui va pouvoir trouver soit des optimisations, soit des anticipations de réactions pour prendre des décisions et enfin réagir. Ça, c'est un premier moyen où l'IA est très efficace et il se base sur les technologies historiques de l'IA. Il a besoin pour ça d'avoir des données venant de multisources qui peuvent venir de vos parties prenantes, mais ça peut être la météo, par exemple. Ça peut être le fait que les Houthis viennent de fermer le canal de Suez, le Golfe, et donc il va peut-être falloir faire attention sur la chaîne de production. Ça s'anticipe et les IA sont plutôt efficaces. C'est très industrialisé, ça marche bien. Pour illustrer ça, mais ça demande quand même quelques contraintes sur la data, notamment la normalisation entre les membres. Pour illustrer ce qui est en train de se produire, les Allemands, qui sont très organisés, comme vous le savez, l'industrie automobile allemande s'est fédérée en disant on va optimiser la logistique de l'automobile. Donc ils sont tous réunis, ils ont mis sur la table 110 millions d'euros, ils sont allés voir l'État allemand, ils ont demandé 110 millions d'euros aussi, et ils ont lancé le projet Catena X, qui est donc un projet de cette plateforme commune qui a pour ambition de fédérer et d'unifier toutes les normes logistiques pour ensuite bâtir les cas d'usage. On peut citer aussi un projet qui est émergent dans le club France Supply Chain avec les équipementiers et puis les fabricants automobiles français, Renault, Stellantis, sur des projets de mutualisation de logistique amont pour faire des trains en commun. Ça, sans l'aide de l'IA, on aura du mal à le faire. Et enfin, je pourrais citer le projet du ministère
de la DGITM avec François Teinturier et Géodis sur le langage universel de la logistique. C'est un projet qui a été initié il y a quelques mois et qui, on l'espère, va voir le jour, sur lequel nous collaborons, nous à iCargo, notamment sur les communs, sur les socles techniques et puis sur les interfaces entre tous les systèmes, les TMS. On a un de nos membres capacité qui est dans la salle, là, qui nous aide sur la partie TMS notamment. Deuxième élément sur notre chaîne de valeur, c'est le report modal. Alors le report modal, c'est pas mal parce que ça a été évoqué tout à l'heure. Aujourd'hui, la logistique, c'est 89% de routiers, 9% de ferroviaire, 2% de fluvial. Or, ces deux autres modes sont beaucoup plus économes écologiquement, pas économiquement, mais quoique bien massifié, c'est rentable. Comment on fait pour massifier? Là, il faut prendre des masses de données gigantesques et ensuite être capable de faire un jumeau numérique pour trouver les facteurs de mutualisation et de massification. Un train, c'est 40 à 45 camions. Je sais qu'il y a des constructeurs dans la salle, je ne voudrais pas me fâcher avec eux, mais effectivement, pour décarboner, c'est plutôt pas mal. Et puis, on peut mettre le camion sur le train, ça n'empêche pas. Et pour ça, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a collecté, on a 150 entreprises aujourd'hui dans notre programme Appel d'air chez iCargo. 150 entreprises qui sont des constructeurs, des chargeurs, des transporteurs, qui nous donnent les ordres de transport et on regarde comment on peut constituer des trains en commun, des barges en commun. Et on fait beaucoup d'algorithmiques parce que c'est des milliards de combinatoires et seul l'IA est capable de traiter. Un deuxième exemple, donc retenez appel d'air, report modal, ferroviaire et fluvial, déjà déployé en France. Deuxième exemple, Coesio. Coesio, c'est la filière céréalière qui nous a demandé de les aider à faire une plateforme commune pour mutualiser les moyens et les stocks pour améliorer la prédictibilité et l'exploitation des ressources entre le conflit entre le blé, l'orge. Voilà. Ça, l'IA est plutôt pas mal pour ça. C'est évidemment dans la même veine l'optimisation des remplissages des véhicules. Évidemment, en amont, quelqu'un qui est très fort là-dedans, c'est Amazon. Aujourd'hui, ils arrivent à prédire et à stopper des véhicules avant de les envoyer parce qu'ils savent qu'ils vont mieux le remplir. Mais comment on peut améliorer encore ça? C'est là, encore une fois, la mutualisation. C'est ce que j'ai mis, les 8 M. Mutualisation, massification, c'est ce qu'on utilise le plus. C'est comment on peut se mettre à plusieurs pour mieux exploiter les ressources. Je parlerai peu du parti véhicule autonome. Je pense que vous êtes plus au fait que moi de ces technologies-là. On a peu mis la main dedans. En revanche, les télématiques sont très intéressantes parce que c'est des sources de données extrêmement puissantes et on peut aller chercher des informations utiles. Juste un point pour terminer sur les solutions. Notamment en logistique urbaine, il faut être capable de modéliser le changement d'architecture du système. C'est ce qu'on voit à droite. Comment j'arrive dans des points de mutualisation, puis j'optimise le dispatch. Et ça pose des questions qui ont été évoquées dans les tables rondes précédentes, autour notamment du mix énergétique et du choix des véhicules. Ça peut être fait quand on a 3 véhicules à peu près simplement. Quand on doit optimiser un système à l'échelle d'un territoire entier, ça devient compliqué, ou même à l'échelle d'un gros chargeur, ça devient compliqué. Le mix énergétique, avec tout ce qui a été dit sur les motorisations tout à l'heure, aujourd'hui, nous, on a Vectura System dans nos membres qui a développé un modèle qui permet de, sous contrainte, trouver les meilleurs mix énergétiques dans une flotte. Donc voilà, j'espère vous avoir illustré un petit peu quelques options et éclairer un petit peu en quoi l'IA peut avoir un sens. S'il me reste plus beaucoup de temps, je vais passer à la conclusion des conclusions, mais je voulais vous parler un peu d'enjeux. 30 secondes. 30 secondes. Alors, je vais passer à ma conclusion lyrique. Alors, je voulais partir sur un envolé lyrique. Voilà. La Commission européenne nous attend. Alors, je vais vous donner 3 références qui sont intéressantes sur les enjeux sociétaux que je ne vais pas traiter là. Le Labor IA de l'INRIA, qui traite des enjeux éthiques de l'IA. Jean-Michel Lefebvre, qui était à la Poste avant, avec lequel on travaille, et Ian Ferguson. Un livre de Cathy O'Neill qui s'appelle Weapon of Math Destruction, sur ce que l'IA peut faire. Et enfin, les dernières communications de la semaine dernière de John Hopfield, qui a reçu le prix Nobel en physique pour ses travaux sur l'IA, qui s'inquiète de ce qu'on peut en faire. Voilà, c'était pour le volet autocritique du sujet. Maintenant, sur ma petite envolée lyrique, c'est que en disant ça, et on sait qu'on travaille, on ne traite que, si on devait regarder l'IA appliquée aux enjeux écologiques, on ne traite que 30% du problème.
Les 70%, ça va être nos changements sociétaux. C'est comment on accepte de tous changer, de moins se déplacer ou de ne pas demander n'importe quoi, n'importe quand. Et ça, ça c'est pas l'IA qui va le faire. Peut-être que vous l'avez un peu plus entre les mains, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas se tromper de bataille et de combat. Donc, pour conclure, je vous invite, pour aller plus loin, à aller vous tourner, soit pour regarder toutes les startups qui font des choses, de venir vers nous, puisqu'on les fédère, soit d'aller voir aussi les travaux du ministère des Transports, de la DGITM, sur cette notion de digitalisation de la filière. Je pourrais vous transmettre les contacts si vous ne les avez pas. Et enfin, ceux de l'ADEME, qui travaillent aussi sur cette démarche un peu collective autour de ça. Et comme le temps épuisé, mon temps de parole est épuisé, je terminerai par seule une démarche collective permet vraiment de changer la donne. L'IA est un bon vecteur d'outils collectifs si on le prend par le bon bout. Donc, je vous remercie d'avoir supporté mon discours pendant tout ce temps et je vous souhaite une bonne continuation de conférence. Merci Guillaume Devaux. Vous serez disponible après l'heure du cocktail, bien sûr, pour répondre à la question. Et concernant Solutrans, on en parlera avec Patrick Chopin, il y aura une petite surprise qu'on vous donnera dans quelques mois concernant l'intelligence artificielle à Solutrans. Voilà. Merci Guillaume, en tout cas on peut applaudir Guillaume Devaux.